Ça va monter encore un peu, parce qu'en général, on monte jusqu'à 35, 50. Mais... Donc, je vous dis bonjour à tous. Eric est en audience. Il n'a pas pu être là ce matin. Donc, il m'a demandé de présider cette matinale que nous dédions à Monsieur Gilles Perrault, qui est ici présent et qui va nous raconter tous les recoins de son métier d'expert dans l'art. Comme d'habitude, vous ferez vos questions sur le bas, là, sur ce qui s'appelle discuter. Et puis, nous aurons notre séance de questions-réponses habituellement. Je vous dis tout de suite qu'on a une deuxième matinale la semaine prochaine, exceptionnellement, avec Madame Agostini, la présidente du Conseil national de la médiation. Donc, inscrivez-vous. Et je présente tout de suite Monsieur Perrault, qui est restaurateur des musées nationaux, Ex. diplômé de la célèbre École Boulle, qui, moi, me fascine, rien que de s'appeler École Boulle, ça me fascine. Meilleur ouvrier de France en sculpture sur bois avec 2 médailles d'argent. Diplômé du Centre de restauration des musées nationaux en France, bien sûr, mais aussi à Venise, à Rome, à l'Institut royal du patrimoine artistique à Bruxelles. Il est directeur d'un laboratoire d'analyse pour les objets d'art, expert aux cours d'appel de Paris, de Versailles et à la Cour de cassation. Il y a beaucoup d'ouvrages à lire. Si vous avez le courage de nous donner, Monsieur Perrault, tout à l'heure, les ouvrages les plus faciles à lire, parce que quand j'ai regardé la bibliographie, il y en a tellement que c'est très compliqué, mais ça doit être fascinant à lire. Donc, si vous avez une ou deux références à nous donner, il y a beaucoup de personnes qui adorent l'art. Bernard Hagelstein et beaucoup ce matin adorent l'art. Donc, si vous avez un ou deux ouvrages à nous recommander, on en sera très heureux. Excuse-moi, Vous Jocelyne, êtes restaurateur. il y a ton écran de laptop qui masque ton visage, une Oui. partie de ton Ah visage. voilà, Voilà. Merci beaucoup. c'est mieux. On te voit complètement comme ça. Voilà. J'avais mis mon papier pour me souvenir de tous les titres prestigieux. Et ben, je vous passe la parole, Monsieur Perrault, parce que vous saurez mieux le dire que moi. Et merci encore d'être là et de nous expliquer votre métier et les outils nouveaux, modernes que vous utilisez. Allez-y. Merci beaucoup de me donner la parole. D'abord, je suis très honoré de faire partie de votre cercle et de pouvoir m'exprimer, de répondre bien sûr à vos questions ensuite, et puis de vous brosser un bref panorama de la profession. Alors, profession qui n'est pas d'ailleurs qui n'est pas une profession euh, euh, comme d'autres professions d'experts, comme les professions médicales ou les experts médicaux, que sont par exemple les légistes, etc., qui n'est pas réglementé. C'est un point très important parce que nous allons aborder un peu le sujet tout à l'heure. Comment devient-on expert? Quel est le statut de l'expert en France et à l'étranger? Mais surtout, d'abord, on va déjà parler de la France, de ce que l'on sait parfaitement. Ensuite, quelle est la compétence d'un expert? Qu'est-ce que doit savoir un expert? Et quel est ce devoir de compétence? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous des devoirs dans une profession. Et je dirais que c'est délicat dans l'expertise des objets d'art parce que c'est une profession qui, n'étant pas réglementée, euh, eh bien, est plutôt une activité et certains en font une profession. On verra la différence tout à l'heure. Il faudra aussi discerner la différence entre l'expertise judiciaire, l'expertise civile, c'est-à-dire l'expertise privée, et dans l'expertise judiciaire, les différentes expertises qui sont ordonnées soit par des juges d'instruction, soit par des juges civils. Ce sont des différences fondamentales parce que les procédures ne sont pas les mêmes. L'expert a des devoirs différents. Le principal étant toujours, bien sûr, l'impartialité, la compétence, les principaux, pardon, alors, hein, l'impartialité, les compétences, et puis également le respect du contradictoire. Alors, qu'est-ce que le contradictoire? Nous allons voir tout ça. L'expert également, quand il est nommé par un juge, doit se récuser, doit accepter ou doit se récuser
en fonction de... je vois quelque chose qui apparaît sur mon écran, c'est normal? Nussenbaum, bon. Doit se récuser en fonction de ses affiliations, je dirais, s'il connaît l'une des parties ou pas. Ça Conflit aussi, c'est d'intérêt. très important. Alors, nous allons commencer par, je dirais, le début. Comment devient-on expert? On devient expert, je dirais, par passion, d'abord. Hein, c'est-à-dire que, beau jour, je dirais, on a une certaine compétence dans son métier c'est-à-dire, qu'est-ce que le métier de l'expert? C'est-à-dire, c'est une activité, je dirais, soit sur la peinture, par exemple, beaucoup d'experts viennent de la restauration de tableaux, mais aussi beaucoup d'experts en tableau ont fait leurs premières armes en étudiant, en faisant des thèses sur des artistes et deviennent des experts, donc à ce moment-là, qui sont, je dirais, stylistiques. Et d'autres experts, c'est le troisième modèle d'expertise, sont des scientifiques. Autrefois, l'expertise, c'était l'expertise de grand-papa, c'est-à-dire que l'expert était un homme ou une femme, bien évidemment, qui faisait autorité et dans un milieu, dans un siècle, dans une école, et on faisait appel à ces compétences qui étaient souvent des compétences concernant l'histoire et le style d'un certain artiste ou de plusieurs ou d'une école. Et c'était son verdict. Aujourd'hui, depuis les années 80, 90, les temps ont changé et l'expertise a des outils nouveaux. Le principal outil est bien évidemment la science, l'apport scientifique. Et je dirais que les examens scientifiques sont un contrôle, mais ne sont pas une expertise en eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une analyse sur un tableau, pour vérifier que déjà la restauration, hein, l'état du tableau, avec des UV, des infrarouges, des rayons X. On constate donc un état et ensuite on veut vérifier si le tableau est parfaitement authentique, c'est-à-dire on va vérifier si les pigments, déjà, la matière utilisée, mais principalement les pigments, sont bien de l'époque présumée. Parce que nous avons une connaissance depuis les années 80 qui est maintenant très très bien établie de tous les pigments utilisés en Occident et avec une traçabilité, un début, on sait qui les a créés au départ, on connaît les dates de dépôt de brevets à partir du 19e siècle, hein, les dépôts de brevets et les utilisations et également les arrêts. Donc c'est très important parce que ça nous permet de vérifier et parfois d'attester que la matière, les pigments sont compatibles ou pas. Si les pigments, par exemple, la matière, parce qu'il n'y a pas que les pigments hein, dans une peinture, hein, dans une peinture, il y a le pigment qui donne la couleur, mais également les colorants qui donnent une couleur. Alors la différence entre les pigments et les colorants sont soit synthétiques, soit organiques, mais ce sont, comme leur nom l'indique, des colorants, c'est-à-dire ce sont des couleurs beaucoup plus fines qui ont besoin d'un support, alors que le pigment est une matière qui est une matière au début bien sûr naturelle, mais qui est plutôt minérale. Ensuite, dans la peinture, pour terminer ce petit chapitre d'une peinture, vous avez donc les pigments ou des colorants, rarement les deux mélangés ensemble hein, sur une couleur. Hein. La couleur, elle est donnée soit par un pigment, soit par un colorant. Ensuite, le liant, ce qu'on appelle le liant. Alors, le liant le plus courant actuellement, enfin, alors non, parce que dans la peinture moderne, tout se fait, mais à la fin du 19e siècle, voire même le 20e, c'était la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, l'huile de lin, qui se cicative, et l'huile donc liait les liants ou les colorants, et en fonction, et sèche.
Alors, quand on dit que l'huile sèche, c'est un peu faux parce que l'huile, ce n'est pas de l'eau. Donc, le terme séché, si on est précis en science, ça ne s'applique qu'aux produits aqueux. L'huile cicative, hein, c'est important, c'est-à-dire qu'en présence de l'oxygène, de l'air, elle se durcit. Elle change et elle se durcit. Mais il y avait d'autres liants, bien évidemment. Les liants, par exemple, pour les parchemins, du blanc d'œuf, les liants pour des liants toujours naturels à l'époque, parce que là, on remonte dans le Moyen Âge, les liants avec des gommes arabiques, des gommes qui sont des résines qui proviennent des arbres. La gomme arabique, c'est le liant pour l'aquarelle. Windsor fait encore des aquarelles avec de la gomme arabique. Et puis, avec les temps modernes, je dirais, c'est-à-dire après-guerre surtout, hein, après la dernière guerre mondiale, des liants à base de résine acrylique et vinylique. Tout ceci fait que quand on analyse ces sandwichs, eh bien, on arrive à déterminer une époque. Et ce qui est important, c'est de savoir le départ de ces utilisations modernes, de matériaux modernes. Par exemple, maintenant c'est bien connu, le blanc de titane. Le blanc de titane est un blanc qui a été créé en 1919 et utilisation 1920, ce qui est très pratique pour tous les faux, pour dépister tous les faux de l'époque cubiste, même les impressionnistes, hein, puisque jusque dans les années 2010, on ne savait pas qu'on allait analyser systématiquement les tableaux. Je dis on ne savait pas, les faussaires ne le savaient pas. Quand je suis sorti des musées de France en 84, j'ai eu la chance de faire, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute cette formation au sein des différents instituts qui étaient créés. Et c'était pour moi complètement magique, puisque la science avait énormément évolué dans les années 75-80 grâce aux ordinateurs, énormément, grâce à l'informatique donc, et je vais vous dire tout ce qui a évolué de façon fantastique et précise. C'est-à-dire que jusque dans les années 60, pour analyser, pour déterminer quelle était la matière d'un pigment, il fallait en prendre une certaine quantité, la réduire en poudre, isoler un peu ce pigment et avec des pipettes, faire ce qu'on appelait avec des réactifs, voir si le pigment fondait, changeait de couleur selon les pigments, ou était inerte. Mais il en fallait beaucoup. Alors que grâce à l'informatique, et on est arrivé à avoir sur le marché très rapidement, dans les années 70-75, des microscopes électroniques à balayage avec des microsondes. Et ces microsondes EDX nous ont permis, sur des micro-échantillons de quelques microns, micro-échantillons, mais on descend au micron, à 100 microns, 200 microns, même à 1 micron s'il le faut, d'obtenir des analyses élémentaires extrêmement fiables à 99,9%. Parce que là encore, ça, c'est encore une notion qu'il faut se mettre en tête quand on fait de l'expertise sérieuse, hein, poussée judiciaire, c'est la fiabilité des éléments apportés par les sachants, par les experts, par les scientifiques. Dans les examens scientifiques, je me suis aperçu, ça c'est ma propre expérience de 40 ans, c'est qu'il y a des examens extrêmement fiables et il y a des examens qui sont fiables à 80%. Mais en judiciaire, c'est très grave parce que les 20% qui restent, bah, eh bien, on ne peut pas envoyer quelqu'un, comme je dis, à l'échafaud avec 20% de marge d'erreur. Ce n'est pas possible. Il faut refaire d'autres examens et toujours vérifier, estimer la fiabilité de votre examen, de l'examen qui est produit. Et quand il y a des choses un peu incohérentes ou graves, eh bien, ne pas hésiter à les faire refaire par un autre laboratoire. C'est très important, notamment pour des choses difficiles, comme les identifications de liants
quand on veut avoir non seulement l'identification du liant, mais également son ancienneté. Et c'est fait appel à deux examens qui sont maintenant assez bien mis en place, qui sont assez fiables, mais quand même, où il y a une marge d'interprétation humaine. Et là, il faut les faire doubler parce que c'est trop important. C'est le Raman, l'examen Raman et l'IRTF, infrarouge à transformer de Fourier. D'ailleurs, moi-même, je ne le fais plus, je ne veux plus faire ces examens parce que je trouve qu'il y a une marge d'erreur trop importante. Et donc, on les sous-traite avec le CNRS, avec d'autres laboratoires. Donc, revenons à l'expertise qui a beaucoup évolué depuis les années 80, parce que dans les années 80, les musées, les pays européens ont créé tous, les uns après les autres, leur laboratoire. Alors, le laboratoire du Louvre était déjà créé hein, depuis avant la guerre, mais le laboratoire du Louvre ne faisait principalement que des radiographies et des gros examens, comme je vous ai dit, avec des pipettes, des choses comme ça. Dans les années 70-80, tout a changé. Le laboratoire du Louvre a été créé avec Madeleine Ours et le laboratoire du Louvre a commencé à faire des examens, bien évidemment, sur les tableaux du Louvre. Hein, il n'était pas question de travailler pour le privé. Et également, rappelez-vous, sur la momie de Ramsès II qui était venue en France pour être radiographiée. De la radiographie, on est passé, et ça dans les années 80, on est passé au scanner médical. Et bon, moi, j'ai connu ces examens et ça mettait un temps incertain, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, c'est fantastique. Avec un scanner, en quelques secondes, vous faites ce qu'on appelle un overlap et vous avez toute la statue qui est scannée et on l'a en 3D. On a énormément évolué. Donc, jusque dans les années 2000, 2010, 2000, on va dire, ces examens étaient quasiment essentiellement réservés à des institutions. Et de surcroît, les marchands ne voulaient pas en entendre parler, hein, ni les experts, hein, parce que les marchands étaient marchands de père en fils, les experts également, et tout cela venait contrarier, bien évidemment, des examens de papa, de grand-papa, et même les siens, si je puis dire. Donc, il y a eu un refus au début dans le privé de faire ces examens. Et puis, petit à petit, avec les affaires judiciaires qui ont fait écho, à partir des années 2000-2010, on s'est aperçu que ça devenait une obligation, et ce que les magistrats appellent une obligation de moyens. Et des experts ont été condamnés parce qu'ils n'avaient pas rempli ces fameuses obligations de moyens. Et là encore, je dis toujours aux magistrats, et j'ai écrit, vous verrez, je l'ai écrit plusieurs fois, qu'il est important quand on juge une expertise de la juger par rapport au moment où elle a été faite, avec les moyens quand elle a été faite, et surtout avec l'état d'esprit de l'époque. Parce que tout ça a beaucoup évolué, notamment la restauration. On ne peut pas parler d'expertise si on ne parle pas de concept de restauration. Jusque dans les années 80-90, la restauration était faite par des artisans. Alors, soit des peintres, et des restaurateurs de peinture, mais qui étaient de bons artisans. Tout à l'heure, en off, vous avez parlé du vernis de la Joconde. Quand j'étais au musée du Louvre, j'ai vu des restaurations de vernis à l'époque. Et ces restaurations de vernis, je ne le dirai pas aujourd'hui, mais se faisaient d'une façon artisanale. Et petit à petit, le concept de la restauration a changé, c'est-à-dire qu'on ne rechange pas, on ne modifie plus les pièces, on n'enlève plus, par exemple, sur un meuble, on a tous vu des replaquages, parce que quand le meuble était trop abîmé, le plaquage trop abîmé, eh bien on le changeait, on avait la matière pour, on le changeait. C'était des artisans qui travaillaient. Et un bon restaurateur était un bon artisan. Et ensuite, ce bon restaurateur, on l'a pris un peu pour un faussaire parce qu'il faisait des restaurations qui ne se voyaient pas. C'était le but à l'époque, jusque dans les années 80-90. Le concept a changé, des nouveaux. Alors,
les restaurateurs ne venaient plus de l'artisanat, mais venaient des universités. Il y a eu des cursus qui ont été créés pour la restauration, notamment à Paris, à la Sorbonne, dans les autres pays, idem, style dans les pays comme en Belgique avec l'ERPA, en Allemagne également, en Italie aussi, il y a eu un centre de restaurateurs qui a été créé. En Espagne, il a été créé depuis un certain temps même. Et tout ceci fait que le concept a changé et que la restauration est devenue une restauration de conservation. C'est-à-dire on conserve au maximum. Et c'est devenu possible parce qu'on avait les moyens de mieux analyser. La microscopie et la macroscopie sont arrivées, se sont imposées de façon tout à fait naturelle à partir des années 90. Et tout cela a changé. Tout cela a changé, ce qui fait qu'on est devenu beaucoup plus respectueux de l'objet et qu'il n'était pas question de changer, de modifier, parce que on savait faire, de modifier un pied qui était, par exemple, sur un fauteuil ou sur un meuble qui était défectueux, de le changer. Aujourd'hui, on a des matériaux réversibles. Alors ça, c'est un concept qui est arrivé, le concept de la réversibilité. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose en restauration, il faut que cette restauration puisse être ôtée. Et il ne faut pas qu'elle altère l'œuvre première. Je vous donne un exemple. Par exemple, les statues au 19e, grecques, romaines, sur lesquelles on a refait les nez, tous les membres manquants. Et ensuite, on s'est aperçu que c'était une erreur et on s'est mis à recasser toutes les restaurations qui avaient été faites au 19e. Le problème de la restauration du 19e, c'est que, bon, elle redonnait l'objet, une idée de l'objet dans son intégrité, mais il avait fallu, pour faire une pièce, par exemple, éroder une surface, la rendre propre, pour remettre un bout de marbre propre. Et quand on retrouvait, parce que c'est arrivé sur le Lacoun, c'est arrivé qu'on ait retrouvé des éléments, des bras dans des fouilles à Rome, et que on s'est aperçu que ce n'était pas du tout ce qui avait été fait au XVIIIe siècle, et que l'origine était légèrement différente. Et donc, on a aujourd'hui le concept de ne pas refaire de pièces, et surtout quand on fait quelque chose, que ce soit réversible. Et on, on a des éléments, on a des pâtes réversibles qui sont très bien faites, qui sont très bien euh, étudiées pour chaque cas, qui permet, quand on veut restaurer quelque chose, alors là, je dirais restaurer, de remettre en volume ou de remettre en couleur. Par exemple, pour les peintures, aujourd'hui, on n'utilise plus du tout les mêmes pigments que et les liants que dans les années 80. On utilise des peintures spéciales pour restaurateurs, qui sont des peintures réversibles, donc c'est le liant qui va être réversible, et, et on peut comme ça revenir en arrière, et on respecte beaucoup plus l'objet. Donc, l'expert doit connaître tout ça, bien évidemment, parce que comment être expert si on ne connaît pas le style, si on ne connaît pas, si on n'a pas un œil aguerri, si on ne connaît pas la technique utilisée de ce qu'on expertise, et si on ne connaît pas les outils scientifiques pour exercer le contrôle scientifique. L'expert, aujourd'hui, je dirais, c'est comme un chef d'orchestre. Il ne peut pas jouer du violon, de la contrebasse, il ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Mais il faut qu'il sache exactement ce dont il a besoin et ce qui va l'aider à rendre son verdict d'expertise. L'expert, c'est compliqué, vous savez, de tout dire en moins d'une heure. L'expert, dans sa déontologie et dans son optique, doit être au début tout à fait neutre, ne pas avoir d'avis. C'est très dangereux. Quand j'ai des gens qui viennent me voir, qui pendant 10 ans, même plus que 10 ans parfois, parce que ce sont des objets de famille, et l'arrière-grand-père, la- la- les grands-parents, les parents ont toujours dit que c'était dire, par exemple, un Léonard de Vinci ou autre chose. Et les gens, un jour, viennent vous voir et guettent votre regard en vous disant, voilà, monsieur l'expert, mais votre premier avis, que pensez-vous de cette œuvre? Et je leur dis toujours, je ne pense rien. Et c'est vrai, je me force à ne penser à rien. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir un avis, et de donner également aussi, ça c'est un peu de la psychologie, de donner de faux espoirs aux gens.
Il est préférable de dire, écoutez, rien, je vais faire un travail d'abord d'étude sur sur votre objet, je vous ferai un devis et je vous dirai après ce que j'en pense. Mais je ne pense rien et il faut rien penser au départ. En judiciaire, c'est encore pire. Il faut faire extrêmement attention en judiciaire, car quand un objet vient vers vous pour être expertisé, il y a toujours une histoire derrière, puisqu'il y a un litige, sinon on vous l'amène, on vous missionne pas. Et le pire, c'est quand il y a aussi une histoire médiatique avec des articles de presse, une rumeur, etc. Il ne faut surtout pas se laisser influencer. Combien de fois je croise des confrères qui me disent: ah, un tel, oh là là, c'est sûr, ça c'est faux, c'est et ils ne sont pas dans le dossier, je suis dans le dossier, je leur dis, écoutez, ne dites rien quand vous n'êtes pas dans le dossier. Ne dites rien. C'est parce que ça, c'est dommageable. Combien j'ai eu de confrères qui ont des a priori et de voir une œuvre d'art avec un a priori, c'est redoutable. Inversement, j'ai vu un jour un tableau qui m'a été apporté par alors là c'était une expertise privée, c'était un contrôle scientifique qu'on m'a demandé de faire sur un tableau, et c'était l'expert spécialisé de cet artiste qui était content d'avoir fait cette découverte. Le tableau était magnifique, correspondait tout à fait effectivement à l'œuvre de cet artiste. Et on me demandait par routine de faire une radiographie et surtout de faire une analyse de pigments. Ce que je fais, et là, on s'aperçoit, alors on l'a refait 2 fois, bien évidemment, et on s'aperçoit que le tableau ne pouvait pas être de l'artiste. Alors, je passe bien sûr sur quelques détails, puis sur quelques précautions. Quand on fait des analyses sur un tableau, auparavant, on a une feuille de route, je dirais, on a une procédure où on va déterminer, bien évidemment, auparavant, toutes les restaurations qui ont été faites. Il n'est pas question d'analyser des parties restaurées et de dire le tableau n'est pas bon parce que par souci d'économie, on aurait été tout de suite à un endroit où on est à peu près sûr que la matière est ancienne. Non, 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 non. On ne procède pas comme ça. On fait d'abord des UV pour déterminer les restaurations récentes. Ensuite, des infrarouges pour déterminer les restaurations plus anciennes et voir ce qu'il y a un peu dans la matière. Ensuite, des rayons X, c'est-à-dire une radiographie, pour déterminer s'il y a des repentirs, des repeints, etc. Et des lacunes également. Et avec ces 3 examens, nous déterminons quelles sont les parties entièrement d'origine. Et les analyses vont être faites ensuite que sur les parties d'origine, bien évidemment. Il y avait une question de Madame Eke d'ailleurs, qui dit Oui.